bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de la série 50 ans et après. Je m'appelle Germain Drouin et dans un premier temps, je voudrais remercier le Théâtre Bellecour de nous permettre de venir tourner cette émission dans leurs locaux. Alors, merci au Théâtre Bellecour et à son directeur général, Carl Grondin. Alors, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une personne que j'ai connue au niveau professionnel, Madame Ginette Boisvert, qui est la présidente du comité des usagers. Bonjour, Madame Boisvert. Alors, je vous ai présenté. Comment ça va d'abord? Ça va très bien, M. Drouin. Bon. Très bien. Je vous ai présenté comme présidente de comité des usagers parce que c'est là que je vous ai connu, mais vous avez un pédigré un petit peu plus grand que ça. Mais dans un premier temps, j'aimerais ça que vous me parliez un petit peu de vous. Qu'est-ce que vous avez fait principalement dans la vie, vous? Dans ma vie antérieure, j'étais enseignante et j'ai été directrice d'école pour la commission scolaire de Sorel-Tracy pendant 31 ans. Donc, vous enseignez... J'étais une enseignante de préscolaire. Au préscolaire? Oui. Pendant 30 ans? Non, pas pendant 30 ans, pendant une quinzaine d'années. D'accord. Ensuite de ça, j'ai été libérée pour affaires syndicales pour être présidente du syndicat des enseignants du Bas-Richelieu. Et ensuite de ça, je suis devenue directrice d'école dans les différentes écoles rurales. D'accord. La commission scolaire, oui. Donc, on peut dire que vous avez fait carrière dans le milieu de l'enseignement principalement. Exactement, pendant 37 ans. OK. Et alors, éventuellement, il y a eu comme une espèce de bifurcation où vous êtes intéressé au milieu de la santé ou des aînés. Expliquez-moi le passage, comment ça s'est passé. Le passage est dû au fait que je suis devenue proche aidante de mes parents parce que mes parents ont connu des problèmes de santé. Et étant l'aînée de la famille et la seule qui habitait Pierreville, alors je suis devenue proche aidante à temps plein. OK. Donc, vous vous occupiez de vos parents. Les deux étaient malades à peu près en même temps? Oui. Et des maladies différentes. Ma mère faisait de l'Alzheimer et mon père avait des problèmes de santé physique, insuffisance cardiaque, pulmonaire et rénale. Donc, j'ai pris des informations concernant la façon de parler avec ma mère. Parce que ma mère, avec ses problèmes de démence, c'était difficile. Et puis aussi, vu que mon père avait des difficultés motrices, des problèmes de santé importants, j'ai dû m'informer sur la façon de me comporter avec ces deux personnes-là. Ah, donc, oui, quand on parle de s'informer, vous avez dû acquérir des notions assez rapidement de ce qui était possible de faire dans le réseau ou dans le système de santé. Exactement. Au lieu de faire du bricolage comme à la maternelle, j'ai dû prendre des informations sur différentes façons d'aborder les problèmes de santé de mes deux parents. C'est une bonne école, ça, pour apprendre, j'imagine. Mettons que c'est une école qui n'est pas si facile que ça, mais en même temps, c'est très intéressant. Très intéressant. Et pendant combien de temps vous vous êtes occupé de vos parents? Comme ça a duré combien de temps? Mon père est décédé en 2009 avec la H1N1. OK, oui. Et ma mère est décédée en 2017, Alzheimer avancé, très avancé. Alors, mais ce qu'il faut que je dise, c'est que quand j'ai pris ma retraite en 2008 de l'enseignement, du milieu d'éducation, pour bifurquer vers au niveau de la santé des services sociaux, j'ai assisté à une première assemblée générale annuelle pour moi du comité des usagers de BNY, Bécancour-Nicolette-Yamaska, assemblée générale annuelle, où on avait eu un invité qui avait parlé des problèmes d'Alzheimer et tout ça. J'ai dit, ça rentre justement dans mes cordes. OK, ça a comme allumé quelque chose chez vous? Oui, exactement. Ça vous a intéressé? Exactement. Puis il manquait une personne pour compléter le comité en question. J'ai levé la main et j'ai dit, moi, je serais intéressée à participer au comité des usagers à ce moment-là. Donc, c'est comme ça que vous êtes un petit peu entré dans le domaine de la santé. Oui. Vous avez connu M. Brunet, Maître Brunet, pardon. Maître Paul Brunet, oui, parce que je fais partie du conseil d'administration du Conseil pour la protection des malades. Okay. Et puis, je suis entrée par la porte du comité des usagers de Bécancour-Nicolette-Yamaska. Pour connaître Maître Brunet. J'aimerais ça que vous parliez un petit peu du Conseil pour la protection des malades. Qu'est-ce que ça fait dans la vie, cette histoire-là? Ce Conseil pour la protection des malades a été mis sur pied. On va fêter les 50 ans l'année prochaine. Donc, ça a été mis sur pied par Claude Brunet, le frère de Paul Brunet,
qui était un handicapé Celui important qu'on voyait dans le temps, à la là, télévision, couché sur le son ventre, lit, là, oui, puis oui, qui faisait oui. des entrevues, et puis ouais. qui, lui, a mis sur pied le premier comité de résidents. OK. Parce que lui, ce qu'il disait, c'est que les résidents de son centre d'hébergement où il demeurait n'avaient pas de voix VOIX VOIX, c'est ça. pour OK. transmettre les doléances des résidents. Ouais. Donc, en mettant ce comité-là sur pied, c'est là que le Conseil pour la protection des malades est entré. Ça a été fondé à ce moment-là. Par son frère, en fin de compte. Paul. Est-ce que c'est lui qui l'a fondé, M. Claude? C'est Claude et Paul qui ont fondé. le Oui, Conseil pour la exactement. protection. Exactement. OK. Alors, donc, encore une fois, ça vous a impliqué davantage dans le milieu de la santé. Exactement. C'est pour défendre les droits des résidents, parce que les résidents et les usagers sont toujours des personnes qui sont vulnérables. On ne se présente pas à l'hôpital ou dans une urgence pour dire « Yukaidi ou Kaïda, ça va très bien ». Non, c'est sûr. On entre en urgence parce qu'on a des problèmes. Puis quand on a des problèmes, des difficultés de santé, nous sommes des personnes vulnérables. Ouais. On est en situation on se sent dépendant. Exactement. De ceux qui sont là. OK. Juste pour finir le tour d'horizon de ce que vous avez fait, vous avez travaillé à la table de concertation des aînés aussi? Je n'ai pas travaillé sur cette table-là, mais on avait toujours des représentants qui nous faisaient les résumés, les rapports de ce qui se passait au niveau de cette table-là. Et puis, étant aussi membre de la FADOC, c'est pour s'occuper des gens qui ont 50 ans et plus. Oui. Donc, je dis pas que je nage dans toutes ces eaux-là en même temps, ce qui est un peu vrai, mais ça rapporte toujours avec des gens de 50 ans et plus qui ont des difficultés, que ce soit parce qu'ils sont seuls à la maison ou encore parce qu'ils ils subissent des abus, des fraudes, des choses comme ça. Donc, je veux dire, tous ces organismes-là ont comme but de protéger, de défendre les droits. Je comprends. Et une des dernières choses, vous avez siégé ou participé à un comité provincial de surveillance. Dites-moi, qu'est-ce que c'est exactement le rôle que vous jouiez là-dedans? Vous parlez des visites ministérielles d'évaluation. Oui. Comme représentante du Conseil pour la protection des malades, je suis une partenaire évaluatrice des maisons, des centres d'hébergement, des CHSLD. C'est sûr que je ne peux pas participer à l'évaluation des CHSLD du territoire de Bécancour, Nicolet, Yamaska et puis du territoire du CIUS parce que je suis en conflit d'intérêts, c'est ça. Okay. Mais je suis allée dans le bas du fleuve, je suis allée dans les Laurentides, je suis allée un peu partout. Alors, ça veut dire que vous avez une bonne vision de ce qui se passe dans le milieu de la santé au Québec. Là, j'imagine que vous avez l'occasion de voir des choses différentes. Exactement. Et puis d'une région à l'autre, souvent, j'imagine que les mêmes problèmes se retrouvent. On retrouve à peu près les mêmes problèmes. Puis je me dis souvent, quand on se regarde, on se désole. Puis quand on se compare, on se console bien souvent. Ah, dans beaucoup de cas, oui. Okay. Puis ça aide aussi à voir les bons coups qui se font ailleurs. Est-ce que ça ne serait pas possible de les faire chez nous? Les importer chez nous. Excellent. Alors, ça couvre un petit peu ce que je voulais couvrir pour que les gens vous connaissent bien, sachent à qui ils ont affaire. On voit que vous n'êtes pas né de la dernière pluie en ce qui concerne, en tout cas, non, j'ai du millage. Oui. Alors, Mme Boisvert, Ginette Boisvert, on peut dire que le milieu de la santé, c'est pas un milieu qui est étranger pour vous, là. Vous en connaissez un petit bout là-dedans. Oui. Donc, c'est toujours dans l'intérêt de la population, en général, puis dans l'intérêt des personnes qui sont hébergées. D'accord. Mais ce que je voulais, c'est que les gens sachent à qui on a affaire. On va parler maintenant du comité des usagers qui couvre le territoire là, de Nicolet, de Bécancour, Nicolet et Yamaska. C'est un comité qui prend soin des usagers. Un usager, pouvez-vous me dire en premier, c'est quoi un usager? Comment on définit ça? Un usager, c'est un utilisateur de soins et de services. De la santé? De la santé. OK. Donc, ça pourrait être un bébé qui vient au monde, autant que... C'est un 0-100 ans, dans le fond. D'accord. Un usager, c'est un 0-100 ans. Toute personne qui a affaire au service de santé est un usager. Exactement. Et donc, le rôle du comité des usagers, c'est de voir, défendre les intérêts de ces gens-là, n'est-ce pas? Défendre les droits des usagers, faire la promotion aussi des soins et des services, en évaluer aussi ces soins et ces services-là, accompagner les gens qui ont besoin d'aide parce qu'ils ont de la difficulté à se faire entendre.
Alors là, vous êtes en train de parler des droits des usagers. J'aimerais ça qu'on les regarde un petit peu. J'ai un petit bout de papier ici qui va me rappeler certains des droits des usagers. Le premier que je vois, c'est le droit à l'information. C'est quoi le droit à l'information d'un usager? Les droits d'information, c'est de dire, vous avez des soins et des services qui peuvent répondre à vos besoins au niveau de santé et de soins, de santé, de services sociaux. Vous devez être informé. Comment être informé? C'est de prendre des informations ou encore de demander. Parce qu'il y a des gens qui sont capables d'aller chercher de l'information, Ouais. puis il y a des gens qui ne sont pas capables, ne sont pas habilités. Donc, le comité des usagers est là pour ça. Donc, les informer sur les droits. Donc, les gens... OK, alors, vous avez droit au service, ça, c'est évident. Vous avez droit de consentir aux soins. Oui. Est-ce qu'on peut dire, moi, je peux refuser un soin? Oui, certainement. OK. Quand on dit qu'on a droit de consentir ou non à un soin, ça veut dire qu'un soin qui nous est proposé, on pourrait dire, non, moi, j'aime pas ça, je veux pas ce soin-là. OK. Est-ce que vous avez des alternatives? Je donnais comme exemple déjà quelqu'un qui arrive avec une fracture de la jambe, qui arrive à l'orthopédiste puis lui dit « Je ne veux pas avoir de plâtre. Mais est-ce qu'il y a des soins alternatifs pour remplacer le plâtre? S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Mais s'il y en a, le patient peut dire « Bien, moi, je prendrais ce soin-là plutôt qu'un plâtre. » En assumant, par contre, les conséquences. C'est-à-dire? C'est-à-dire, ça peut être une prolongation de la convalescence. Absolument, absolument. Il faut que le patient soit conscient. Bien, c'est justement, c'est là le droit à l'information. Il faut que le patient soit capable de dire si je choisis tel ou tel soin, quelles sont les conséquences? Parce qu'habituellement, on arrive à l'urgence, on arrive devant un médecin, et bien, puis on dit, bien là, je vais prendre ce que vous me dites. Oui, on se laisse complètement. Exactement. Ouais. Et il y a un autre droit qui est corollaire à celui-là, le droit de participer aux décisions. C'est un petit peu Oui, dans la même exactement, veine que ça. Tu as le exactement. droit de t'impliquer dans la décision. Tu as le droit aussi d'être accompagné dans ton processus de décision. C'est toujours mieux d'avoir 4 oreilles qui entendent la même chose que de recevoir un diagnostic tout seul en se rendant compte, après ça, en revenant chez soi, j'ai pas tout compris ce qu'on m'a dit. Ouais, Fait que le fait d'être accompagné, ça veut dire ce que je peux discuter avec la personne qui m'accompagne pour dire est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que j'ai bien compris ce que le médecin ou l'infirmière m'a donné comme information? C'est toujours mieux. Surtout que quand tu parles à un médecin, puis tu parles de ton état de santé, tu es souvent nerveux, tu peux oublier des choses, On est très vulnérable à ce moment-là. là. Ouais. Donc, c'est important que les gens soient au courant de ça. Je vois aussi qu'on a droit au service en langue anglaise. Oui. Donc, on est quand même pas si mal que ça, les Québécois. On est très bien servi. Oui. On est très bien servi. On a droit aussi d'avoir accès à notre dossier médical. Tu as le droit de demander qu'on regarde ton dossier. À 14 ans, une personne peut se présenter pour avoir droit à son dossier médical. Ouais. Mais là, on n'arrive pas là comme un cheveu sur la soupe en disant je veux avoir ça dans les 5 minutes qui suivent. Il y a une procédure. À suivre. Exactement. Vous avez le droit à la confidentialité Oui. de vos dossiers. On ne retrouve pas souvent la confidentialité dans les salles d'urgence. Je vous donne un exemple. Des fois, on est en attente à la salle d'urgence, puis on entend les maladies de tout le monde, là. Au niveau de la confidentialité, il faudra passer à ce moment-là. Mais on a droit à la confidentialité, ça, c'est sûr. D'accord. Puis vous avez aussi, le dernier ou peut-être l'avant-dernier, vous avez le droit de porter plainte, c'est ça? Oui. Puis il faut porter plainte quand on a une insatisfaction, puis qu'on a parlé à la personne concernée par notre insatisfaction, puis qu'on n'a pas la réponse qu'on voudrait recevoir. On peut porter plainte et on doit porter plainte à la commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services. Pourquoi? C'est toujours dans le but de faire améliorer soit des relations interpersonnelles ou faire améliorer un processus, une procédure de soins. C'est important, c'est important. Donc, le but de la plainte, c'est pas juste de se dire, bon, ben je veux avoir un rétablissement de mes droits, mais c'est aussi de dire, je vais contribuer, si je me plains, à l'amélioration des services. Exactement. Puis on n'améliore pas les services quand on a une insatisfaction, puis qu'on en parle en allant faire son métro ou aller à l'épicerie ou IGA. C'est pas la place. Dans les salles d'urgence, il y a des formulaires
ou dans n'importe quelle autre installation, il y a des formulaires qu'on peut prendre, compléter pour porter plainte. Alors, OK. On va parler du processus un petit peu plus tard, mais là, il s'est ajouté un dernier droit récemment. Est-ce que vous pouvez en parler? J'étais pas au courant. Le droit de demander de l'aide médicale à mourir. OK. C'est nouveau. C'est nouveau. C'est pas dans nos papiers qu'on a présentement, mais ça va être ajusté, ça va être mis à jour. Mais les gens qui veulent demander de l'aide médicale à mourir peuvent le faire auprès de leur médecin. Ouais. Et puis, il y a un processus à établir aussi qu'on va leur donner comme information. Et puis, quand les gens sont conscients, sont aptes à consentir, à demander de l'aide médicale à mourir, bien là, à ce moment-là, bien, ça peut être appliqué. Alors, donc là, on a parlé, en gros, moi, j'ai appris là, qu'on a des droits quand on est un usager. Et ces droits-là sont très précis, sont documentés, puis on peut les faire valoir. Maintenant, à l'intérieur du comité des usagers, c'est quoi les mécanismes, mettons, qui existent que pour quelqu'un qui aurait besoin d'avoir accès à vos services, comment il s'y prend pour avoir accès au comité des usagers et qu'est-ce qu'il peut attendre comme aide du comité des usagers? Bon. Le comité des usagers a sa mosaïque, si on regarde, mettons, Christ-Roi, à Christ-Roi, dans l'entrée de l'hôpital Christ-Roi, on a la mosaïque qui présente les personnes qui composent le comité des usagers. Parce que le comité des usagers est composé de 5 personnes qui représentent la population et 5 personnes qui proviennent de chacun des centres d'hébergement du territoire. Donc, représentatif des territoires et représentatif des différentes couches de la population. Exactement, exactement. Donc, on a aussi les coordonnées pour accéder au comité des usagers. On peut les appeler par téléphone ou on peut aussi communiquer avec le comité des usagers par courriel. D'accord. Donc, moi, si j'ai besoin d'un service ou d'un renseignement, il y a un numéro de téléphone que je peux appeler. Oui. Là, il y a quelqu'un, est-ce que ça va être une boîte téléphonique? Une boîte vocale, okay. Et puis à chaque jour, on a un responsable au niveau du comité des usagers qui va entendre les messages qui ont été laissés sur la boîte vocale, et puis ça va m'être transféré. À ce moment-là, moi, je vais communiquer directement avec la personne qui veut me parler, qui veut avoir des informations. Et puis, en entrant en contact avec elle, mais je vais savoir vers quelle direction l'enligner. Mettons, est-ce que c'est quelqu'un qui appelle parce qu'il a un problème au niveau des centres jeunesse? À ce moment-là, je vais lui donner des coordonnées du centre jeunesse ou encore, je vais appeler directement le comité à mission régionale des centres jeunesse pour avoir l'information à transmettre ou je vais donner des coordonnées de la personne. J'aimerais maintenant savoir de votre part comment vous faites pour rendre des services, comment vous êtes équipé pour rendre des services, pour communiquer avec la population ce que vous faites et puis pour leur rendre les services qui sont appropriés. Je vais parler de 2 périodes importantes, avant la pandémie, pendant la pandémie, puis la reprise qu'on a présentement. Avant la pandémie, le comité des usagers se promenait sur le territoire et rencontrait différents organismes communautaires pour rejoindre les gens de ces organismes communautaires-là et présenter, comme on fait aujourd'hui, les droits des usagers, parce que bien souvent, ils ne les connaissent pas, tant et aussi longtemps qu'ils n'ont pas besoin parce qu'ils ont des problèmes de santé. Alors, on présentait les droits des usagers et la façon de rejoindre le comité des usagers aussi. Donc, avec les coordonnées. Les coordonnées téléphoniques ou les coordonnées par courriel, ou toutes sortes de façons. Et ça, c'était avant la pandémie? Avant la pandémie, on se promenait beaucoup. Avec la pandémie, mais tout a été arrêté et on s'est fait dire de rester chez nous. Bien sûr. Donc, pendant toute la période de pandémie... Pendant 2 ans, vous n'avez pas fait... On n'a pas fait d'activité de groupe, de déplacement pour aller rencontrer des gens sur le territoire. Maintenant, après la pandémie, c'est ce qu'on va reprendre. Parce que là, je veux dire, il y a des nouveaux usagers qui sont arrivés sur le territoire qui ne sont pas nécessairement au courant ou qui n'ont pas eu de la visite du comité avant la pandémie. Donc, on va reprendre les activités qu'on avait. On va mettre aussi des messages dans les différents journaux régionaux. Un peu de publicité pour vous faire connaître. Exactement, puis encore présenter les droits puis la façon de nous rejoindre. Ensuite de ça aussi, on va profiter du fait que les différentes municipalités ont des journaux municipaux. On va demander à ce moment-là
au niveau de chacune des municipalités la possibilité d'avoir un encart publicitaire qui va définir le comité des usagers, vous le rejoignez de telle façon, puis il est là pourquoi? Pour défendre vos droits. Quels sont vos droits? Donc, on va reprendre au fur et à mesure. Il y a donc un travail important à faire parce que les gens ne sont pas encore au courant. On ne connaît pas le comité des usagers. On ne connaît pas le comité des usagers. Donc, un travail de notoriété, de faire la publicité de ce que vous faites. Vous avez parlé un petit peu plus tôt dans l'émission du commissaire aux plaintes ou de la commissaire aux plaintes. Comment est-ce qu'on utilise les services de la commissaire aux plaintes? On invite régulièrement la commissaire aux plaintes à nous accompagner. Je vais parler à l'imparfait parce qu'on invitait Mme Lafrenière, commissaire locale aux plaintes pour le CIUS, pour le Grand CIUS, à venir nous accompagner pour rencontrer les différents organismes communautaires, pour qu'elle leur fasse part de la façon de porter plainte aussi. D'accord. Parce que porter plainte, ça ne veut pas dire juste une insatisfaction ou un caprice. C'est plus que ça, là. Donc, je dis, la commissaire aux plaintes, c'est une personne très importante pour nous. Et puis, on peut assurer la population de notre collaboration avec la commissaire aux plaintes, parce qu'elle nous prend au sérieux. Donc, elle, c'est une institution, un organisme du CIUS, en quelque sorte. Oui. Elle est du CIUS, mais elle est quand même indépendante. Elle peut faire des évaluations puis apporter les dossiers au bon endroit. Exactement, puis demander les correctifs nécessaires aussi. Alors, le comité des usagers aussi, il y a comme un rôle de gestion ou de supervision du travail des comités de résidents, parce que dans chaque résidence, il y a aussi un comité de résidents. Oui, exactement. Dans chacun des centres d'hébergement, il y a un comité de résidents. Oui. Puis ce comité de résidents-là va désigner une personne qui va siéger au comité des usagers. C'est pour ça que le comité des usagers, dans le fond, il supervise le fonctionnement, il aide au fonctionnement des comités de résidents. Et mettons, si moi, je voulais être membre d'un comité, est-ce que vous en prenez encore des gens qui souhaiteraient faire du bénévolat ou s'impliquer dans un comité? Est-ce que c'est possible de le faire? Oui, le comité des usagers a des élections à chaque année. Cette année, il y a 2 personnes qui sont en élection. L'élection va se faire lors de l'Assemblée générale annuelle qui va se tenir à Saint-Angèle-de-Laval le 27 mai prochain. OK. Donc, toute personne de 18 ans et plus qui n'est pas un employé du CIUS, qui n'est pas un employé des centres d'hébergement, peut porter sa candidature à ce moment-là. Et la même chose pour les comités de résidents. Les gens peuvent... il y a des élections aussi pour élire des... Au niveau des comités de résidents, pendant la période de pandémie, on n'a pas pu tenir d'assemblée générale pour des élections. Donc, les membres des comités de résidents qui étaient en poste avant la pandémie ont prolongé leur mandat jusqu'à maintenant. Donc, je veux dire, il va y avoir des élections dans chacun des centres d'hébergement via l'Assemblée générale annuelle aussi, des résidents. Il y a comme une espèce de retard à rattraper compte tenu du fait qu'il y a eu la pandémie qui a désorganisé un petit peu tout le monde. Puis dans les comités de résidents, où les résidents, ce sont des gens qui sont hébergés en CHSLD. Il peut y avoir des résidents qui peuvent aussi apporter leur candidature parce qu'il y a des résidents qui sont aptes. Il y a des résidents qui font de l'Alzheimer, mais il y a des résidents quand même qui sont aptes. Absolument. Oui, qui peuvent porter leur nom, suggérer leur nom. Et puis à ce moment-là, ils font partie intégrante du comité de résidents. Question, mettons, d'avenir. Est-ce que vous pensez que le comité des usagers et les comités de résidents ont toujours un rôle important à jouer dans le système? Ils ont un rôle très important à jouer dans le système. Alors, lequel? De plus en plus, les dirigeants du CIUS vont demander l'avis, ils vont prendre le pouls des comités de résidents puis des comités des usagers pour savoir ce qui se passe sur le terrain. OK, ils vont On est sollicité de plus en plus pour connaître ce qui se passe sur le terrain, pour être en mesure d'apporter les soins et les services dont la population et les gens hébergés ont besoin. Alors, on peut dire qu'entre le CIUS et puis les comités usagers résidents, il y a comme une espèce de collaboration qui est importante. Il faut qu'il y en ait une collaboration parce que nous autres, si on dit on représente les gens qui n'ont pas de voix. Mais si on porte la voix de ces gens-là, il faut la porter à qui? Donc, je dis, on porte la voix des gens qu'on représente au niveau des différentes instances, au niveau du CIUS. Et
Je sais qu'il y a la réforme du ministre Christian Oui, Dubé oui. qui pointe à l'horizon. Est-ce que là-dedans, est-ce que les comités d'usagers résidents ont toujours une fonction importante dans cette réforme-là? Ils ont toujours leur place. On aimerait bien que oui, mais étant donné que le projet de loi contient 300 pages, là, puis on sent quelques articles, j'ai pas eu le temps de tout lire. Okay. Mais on est certain que les comités de résidents vont être maintenus dans chacun des centres d'hébergement. Quant au comité des usagers, on ne sait pas encore présentement quelle forme va avoir le comité des usagers, parce qu'on dit tout le temps qu'on privilégie les soins et les services de proximité. Mm-hmm. Mais si on fait ça pour les services, il faudrait être en mesure de faire quelque chose de semblable avec le groupe ou l'instance à qui on doit apporter la voix des résidents ou des usagers. Alors, que ce soit proche aussi, là. Oui, absolument. C'est logique de le faire. Mais je sens qu'il y a comme une espèce de... Vous avez une inquiétude par rapport oui. Au comité des usagers. Oui, Donc, oui. vous souhaiteriez que leur rôle soit maintenu, et conservé dans la nouvelle... Si on veut rester dans l'esprit de soins de services de proximité, de collaboration. Proximité, c'est important. Donc, proximité, c'est dans les deux sens, là. Alors, pour en venir à vous, parce qu'on doit terminer cette entrevue, est-ce que ça vous apporte une satisfaction particulière de faire ce travail dans le comité des usagers? Est-ce que vous en retirez quelque chose? Bien oui, chacun en retire quelque chose de positif. Je veux dire, on est au courant de ce qui se passe. On est au courant de ce qui se passe au niveau du CIUS, au niveau de l'instance ou de l'établissement qui donne les soins et les services. On est en mesure aussi à ce moment-là de faire l'évaluation ou de faire une critique positive, dans le fond, parce qu'on est là pour dire ce qui va, puis pour dire ce qui ne va pas, ce qui va moins, puis ce qui pourrait être amélioré aussi. Donc, l'importance, je veux dire, l'importance est grande. Puis la satisfaction aussi de dire, d'aider quelqu'un. En particulier nos aînés, peut-être? Bien là, parce que oui. c'est eux, ils sont vraiment plus vulnérables, ils ont vraiment besoin d'aide. Ils sont vulnérables en centre d'hébergement. Il faut se dire là, qu'il y a des gens en hébergement, des résidents qui ont des visites quotidiennes de leurs proches. Il y en a, c'est des visites hebdomadaires, d'autres, c'est mensuel, puis il y en a d'autres, c'est une fois par jamais. Oui. Donc, la solitude... C'est plate de la manière que je vous dis ça, là. Donc, la présence des comités de résidents est importante dans les centres d'hébergement. Puis la présence des comités des usagers aussi est importante parce qu'au niveau de la population, culturellement parlant, on peut dire qu'on ne s'occupe pas de nos droits, on ne s'occupe pas de ce qui devrait nous être fait ou ce qui ne devrait pas nous être fait. Mettons, au niveau de la maltraitance, au niveau de la bientraitance, la bienveillance, je veux dire, le comité des usagers est là, lui, pour veiller à ce que les gens soient traités le mieux possible. Alors, écoutez, c'est sur cette pensée très positive et très constructive que je dois vous remercier pour cette première demi-heure. Donc, merci d'avoir participé à cette entrevue et nous allons nous revoir dans une prochaine entrevue. Merci à vous tous pour votre écoute et à bientôt.